se réunissent, parfois, on peut assister à l'addition de moi individuels qui vont vouloir placer une pensée, placer une vision et prendre le pas sur le nous. Donc l'intelligence collective et les processus d'intelligence collective, qu'ils soient, et je rejoins complètement ce que disaient Jérôme et Marine par rapport à ça, qu'ils soient en entreprise, qu'ils soient dans des groupes autogérés ou autres, ou des ONG ou des associations, ou de l'habitat participatif, ou de l'éco-village, c'est comment utiliser l'intelligence collective ou que l'on appelle également intelligence coopérative, pour passer de cette addition de moi à une addition de je qui vont permettre de créer un nous sain et authentique. Et comment vous y arrivez? Alors attendez, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont demandé la parole. Madame avait montré en premier. Il y a une monsieur. Oui, bonjour, je voudrais faire une remarque. L'intelligence collective fait bien les choses parce qu'il y a 3 dames et 3 messieurs sur la scène. C'est l'égalité des sexes. D'autre part, écrire un livre à 8 ou 9, c'est plus économique au niveau de la déforestation qu'un sol. Mais voilà ma question. Selon vous, comment s'articule l'intelligence collective quant à l'abolition de la finance, de la fabrication des armes et des grands projets imposés, inutiles et nuisibles? Ça pose la question de l'intention. Dans l'ouvrage, on a réfléchi à intelligence collective, intelligence collaborative, intelligence coopérative. Et en fait, tout le vivant coopère depuis fort longtemps. Il y a de l'intelligence collective dans tous les règnes du vivant, dans beaucoup au travers de beaucoup d'espèces. Mais ce qui va faire la différence, ça va être l'intention. Et chez nous, les humains, on a une expérience relativement récente du nazisme, qui a fait preuve d'une extraordinaire qualité et performance d'intelligence collective. Sauf que nous ne partageons pas leurs intentions. Voilà. Et donc, nous avons envie que cette intelligence collective, qui est une capacité, soit au service du vivant, pour le vivant, dans le respect de la dignité de tous et de tous les règnes. Donc, c'est l'intention qui va faire la différence de nos actes en général et en particulier de l'intelligence collective. Et juste, si Gauthier Chapelle était là, il vous dirait que le vivant favorise la coopération parce qu'il veut rester vivant et se reproduire. Parce que dans le vivant, pourtant, nous, on a été nourris, que dans le vivant, c'est la loi de la jungle, de la compétition, etc. En fait, dans le vivant, dès qu'il y a compétition entre les espèces, ils vont essayer de la transformer parce que la compétition coûte trop cher en termes d'énergie et de risque qu'un des deux ne disparaisse. Or, le vivant sait qu'il ne peut être vivant qu'avec l'ensemble du vivant. Ce n'est pas possible à faire autrement. Donc, le jour où on sera suffisamment intelligent collectivement et qu'on aura réaccepté l'héritage du vivant, cet héritage d'intelligence du vivant, de savoir qu'il faut qu'on a à rester vivant ensemble, ben on ira dans ce sens-là. J'espère que c'est demain ou après-demain. Pour rebondir, moi ce que j'ai envie de placer ici comme mot par rapport à ces sujets-là, c'est peur versus confiance. Et l'intelligence collective basée sur la confiance nous emmène ailleurs. Lorsque dans le livre, à la suite de toute la partie justement que Marine nommait sur le fait que dans le vivant, on a de multiples exemples de coopération parce que effectivement, il y a moins d'énergie dédiée. Mais il y a également toute une partie que nous avons consacrée à la sociologie des catastrophes, avec l'exemple de la crise en Argentine et avec l'exemple de l'ouragan Katrina, qui a permis de confirmer que le catastrophisme qui nous est donné dans la version hollywoodienne n'est pas ce qui se passe dans la réalité. Et lorsque nous sommes en situation de pénurie, c'est là où la coopération est la plus vivace. Et c'est en situation d'abondance que la compétition est la plus vivace, que ce soit dans le monde du vivant, que ce soit dans des exemples ayant trait à notre humanité. Je passe la parole à Madame. Merci d'avoir eu l'idée de partager avec le public.
concomitant à votre livre, donc vous assumez. Donc merci. J'avais une question par rapport justement à comment faire passer justement et partager dans les organisations par rapport à des experts, puisque on sait bien que les experts, surtout en France, détiennent un pouvoir grâce à leurs connaissances pointues et ont beaucoup de mal justement à partager. Avez-vous trouvé des idées justement pour les faire entrer dans ce partage? Et il y avait une deuxième question, et je vais passer de... Bonjour, merci aussi pour votre intervention. Bon, en fait, la question que je me posais, c'est comment vous faites pour vendre cette approche au sein des organisations, sachant qu'en effet, tous ceux qui ont le pouvoir de décision aujourd'hui sont extrêmement frileux, voire réticents, à justement accepter de se remettre en question par le biais de cette... Ok, alors moi je vais répondre un peu sur les deux plans. Moi j'étais manager, j'étais dans ce qu'on peut appeler le middle management, responsable d'un service, et au-dessus de moi, il y avait un directeur général, des directeurs techniques, directeurs financiers, etc. Moi je ne me suis pas posé la question de forcément comment, est-ce que j'ai le droit de faire ça, etc. Moi j'ai dit, mais je vais agir à mon niveau. J'ai le pouvoir d'agir à mon niveau. Oui, mais je vais y venir. Et donc, je vais commencer par là. Et je dirais, ce qui marchait à travers ces pratiques-là, parce que moi, je m'en suis rendu compte après, je faisais un peu comme ça, de manière intuitive. Mes collègues me disaient oh, c'est vachement bien parce qu'en plus on s'éclate quoi, et puis je contribue et puis j'avance, et puis qu'est-ce qui se passe? Ça commence à diffuser autre part. C'est les best practices. Oui, mais je pensais même pas à partager avec un mode opératoire. Bon attention, je vais donner ça à l'ensemble de mes autres services, il faut absolument qu'on fasse la même chose. Non, absolument pas. C'était, on le faisait, on s'éclatait à le faire, et en plus l'entreprise, elle en recueillait le fruit, parce qu'on amenait des solutions qu'on n'avait pas imaginées, en plus ça marchait. Et parfois je rencontre des entrepreneurs qui sont à la course de l'hyper-performance, et qui mettent ça comme un objectif. Il faut absolument qu'on soit hyper-performant, vous comprenez? Vous devez être hyper-performant. Nous devons être hyper-performants. Mais moi je n'ai pas mis ça comme objectif. C'était une incidence. C'est qu'en créant un espace où chacun a sa place pour discuter, pour amener ce qu'il est dans la résolution d'un problème, mais ils y vont. Mais qui dans la salle n'a pas eu cette expérience d'aller au boulot et de se dire « mais qu'est-ce que je fous là-dedans » Là, normalement, vous faites ça. mais à quoi je sers? J'ai des collègues au département financier, mais qu'est-ce qu'ils foutent là-bas? Au département, mais est-ce qu'on est vraiment dans le même sens? Moi, des gens comme ça, j'en ai croisé plein. Alors, est-ce que dans mon entreprise, c'était le monde merveilleux? Absolument pas. C'était pas le cas. Mais c'est comment je pouvais nourrir ça? Alors, comment je vais porter ça dans l'entreprise maintenant? Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que il y a des gens dans la salle, mais j'ai été témoigner de ce que je faisais, et ça déclenchait la lumière chez d'autres qui disaient mais moi je suis capable de le faire aussi, et donc on y va. Et des fois j'ai rencontré des dirigeants qui se posaient des questions. Moi je me souviens d'un gars qui était un directeur général lors d'un cercle de partage comme ça, et qui était à la base qualiticien. Il a dit mais pour moi c'est quelque chose d'impressionnant. Parce que toute ma vie, j'ai été dans les processus, la qualité, etc. Bientôt dans notre boîte, le constat que faisait ce dirigeant, c'était, on est arrivé à ISO 9000, 100 000, 300 000. Mais en fait, la performance de son entreprise, elle descendait quand même. Donc il a eu la justesse d'esprit de dire comment je peux faire autrement. Et lui, il a été interpellé. Et c'est parce qu'il a rencontré d'autres personnes, il a dit je vais essayer. Donc il y a expert et expérimentateur. Et je crois que dans l'intelligence collective, il faut expérimenter des choses, et il y a des dirigeants, à un moment donné, qui prennent la décision d'expérimenter une autre voie dans leur environnement, et ils vont aller chercher des ressources, parfois des consultants,
parfois des facilitateurs, parfois des inspirateurs. Il y a Pierre Rabhi ou d'autres qui vont dans les entreprises pour donner quelque chose. Et ça, c'est des voies différentes pour intervenir là-dessus. Bon, si tu peux faire des réponses un peu plus brèves, comme ça donne la parole aussi à tes confrères. Merci. Oui, pour illustrer ça, je raconterai un rendez-vous de prospection très court, une boîte internationale qui fait de la gestion d'ascenseurs et autres, qui a besoin d'innover. Quelqu'un qui m'appelle, vous voulez venir, on doit faire de la créativité ensemble. Oui, oui, bien sûr, je vais venir vous parler des trucs. Je rentre dans cette salle, il y avait 8 ingénieurs, tous à peu près 58, 60 ans, costard-cravate. Et je me dis, oh là, oh là, moi, je suis là une demi-heure et après ils vont me remercier. Et puis, puisque je sentais bien que c'était pas complètement favorable, je les ai plutôt laissés raconter pourquoi ils m'avaient fait venir. Quels étaient leurs problèmes. Et je leur ai demandé ce qu'ils avaient déjà fait. Et ce qu'ils avaient déjà fait, c'était la cause, l'arbre des causes, machin, et puis voilà, et puis il y avait des trucs, ça fait 10 ans que c'était pas résolu. Et comme je suis systémicienne, je suis montée au tableau, puis j'ai pris des feutres et je leur ai fait, je leur ai expliqué systémiquement pourquoi c'était comme ça et pourquoi ça fonctionnait pas. Et ils m'ont tous regardé comme ça. Ah oui, ça on n'y aurait pas pensé. Et on s'est mis à bosser ensemble et on a résolu des problèmes qui étaient là depuis 10 ans. Ils se sont formés aux approches en intelligence collective. C'était évidemment une équipe d'ingénieurs qui était chargée d'innovation et de relever la boîte qui n'allait pas très bien. Mais c'est ça en fait. Il y a eu cette compréhension, une question de personne et une question de compréhension des choses systémiques. À l'inverse, la personne qu'on avait vue, le groupe de personnes qu'on avait vu avec Gauthier-Chapelle, elle a pu nous dire 2 mois après, mais en fait votre truc c'est systémique. Oui, je comprends rien à la systémique. Alors effectivement, c'est difficile. Voilà, mais c'est vraiment une question de personne, de conscience. Une petite pépite que je voudrais rajouter en faisant parler. La systémique, c'est ce qui fait que l'on peut voir que tout est relié. L'image qu'on utilise toujours, c'est le vol de papillon. Un papillon qui vole là-bas, qui crée une tempête là, qui crée une tempête ici. Les choses ne sont pas séparées. Dans notre culture, les choses sont séparées. Diderot, il a fait une belle encyclopédie avec des colonnes. En fait, ce n'est pas vrai. Tout est systémique et tout est relié. Et donc, quand vous voulez agir à cet endroit-là, vous pouvez commencer par là ou par là. En tout cas, il faut voir les choses, on peut voir les choses comme un grand mouvement global. Voilà, en gros. Juste la petite pépite, c'était de rajouter la parole de la 8e personne qui est dans le livre, qui est Alexandre Gérard, le frère de Thomas, et qui a réalisé une transformation totale de sa société, donc lui en tant que dirigeant, qui donc a été, comme beaucoup, quand est-ce qu'on bouge en fait? On bouge quand on rencontre un mur, quand on a une difficulté. C'est très rare de se mettre dans une zone d'inconfort total quand on va bien dans le meilleur des mondes. Donc assez souvent, la mise en mouvement, elle va être assez forcée dans le vivant aussi. Bref, donc il nous a fait témoignage de son aventure à un moment particulier que beaucoup ont connu, qui est la crise 2007-2008, là, ce moment-là. Son entreprise qui connaissait une aventure florissante, paf, ça commence à réduire, à baisser, donc il dit qu'est-ce que je peux faire? Il a cherché partout avec beaucoup d'ardeur et beaucoup d'enthousiasme, jusqu'à ce qu'il trouve une méthode, des personnes, une méthode, et qu'il change complètement son entreprise. Mais ça a changé par qui? Profondément par lui. Donc en fait, la difficulté, c'est d'arriver à faire goûter à nos interlocuteurs, de la manière que tu as décrite ou d'une autre, de faire goûter, de faire donner, de donner envie, de faire émerger un besoin, et que les personnes puissent arriver à comprendre qu'il y a une joie extrêmement plus grande à faire advenir une co-création que d'étaler juste son ego, qu'on soit expert, dirigeant, ce qu'on veut. Mais pour ça, il faut faire un retrait de son propre ego, retrait qu'évidemment on ne peut arriver à faire que souvent sous la contrainte. Je ne vous ai pas oublié, c'était juste que ça faisait faire des rebondissements. Il y avait quelqu'un ici aussi. Oui, je voulais juste rebondir sur l'expérience d'Alexandre et de son entreprise Chronoflex, qui, comme le disait Christine, a perdu un tiers de son chiffre d'affaires en 2008 et donc il a trouvé un moyen de se relever à un moment donné avec des processus d'intelligence collective. Mais comme il le dit lui-même, quelle est la plus grande menace
la plus grande menace d'un processus d'intelligence collective, c'est le dirigeant lui-même. C'est-à-dire, c'est la capacité du dirigeant ou du manager à lâcher prise. C'est-à-dire que quand on se lance dans un processus d'intelligence collective, tous les facilitateurs qui sont ici et qui sont dans la salle vous le diront, on doit prévenir le prescripteur. On doit lui dire que ça va faire bouger les lignes. On doit lui dire qu'à un moment donné, lui-même, il va se retrouver, il ou elle va se retrouver face à des situations qui sont difficiles à vivre à titre personnel. Et donc, à ce titre-là, moi j'aurais tendance à dire qu'une personne qui se lance en tant que prescripteur dans un processus d'intelligence collective doit se faire accompagner par ailleurs. C'est très compliqué de voir tout à coup que la chaîne hiérarchique ne fonctionne pas en top-down comme ça a été le cas jusqu'à présent, même si c'est un dirigeant qui a vécu ça avec beaucoup d'humanité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est dans un cercle et que sa voix en tant que manager, elle est équivalente aux voix des autres personnes dans le cercle, c'est pas facile à vivre. Se dire que la solution qui va sortir du cercle ou du processus ne va pas être la solution que l'on souhaiterait. C'est très très dur sur le plan humain. Et nous sommes humains et les dirigeants sont humains et c'est très compliqué à vivre ça. Donc je l'ai vu moi autour de moi, je l'ai vu dans mes expérimentations et j'imagine qu'ici il va y avoir plein d'exemples, des chefs d'entreprise ou des managers qui à un moment donné vont dire « Stop, moi j'assume plus ce qui est en train de se passer ». Donc voilà, c'est ça aussi l'intelligence collective. Il ne faut pas avoir peur des galettes parce qu'on les a tous. Donc des fois ça ne marche pas. Alors là-bas et ici, est-ce qu'il y a quelqu'un par là? Il y a une dame ici. Vous Oui, alors ici on est un petit groupe, on a un peu discuté et on est un peu perplexe face à votre enthousiasme. Parce que est-ce que l'intelligence collective, c'est juste l'art de donner une ambiance plus cool, plus sympa dans les entreprises avec des méthodes style le développement personnel solidaire, etc. On fait des massages avant de partir au boulot, on fait un Om Shiva avant de prendre des décisions, etc. Et finalement, une entreprise qui marche mieux grâce à toutes ces méthodes, j'ai l'impression d'ailleurs qu'elles viennent des pays anglo-saxons. La plupart du temps, vous parlez avec un charabia très très anglais, vous dites manager, vous venez de dire top-down, etc. J'ai un petit peu peur de tout ce qui vient des pays anglo-saxons, parce que c'est quand même eux qui sont les plus dingues en affairisme dans le monde. Et donc, ces entreprises, si elles fonctionnent hélas trop bien, ben finalement elles détruisent l'environnement. Moi j'ai eu la chance de lire votre livre, et dans votre livre, il y a un exemple qui m'a totalement effrayé, c'est l'exemple d'une boîte qui s'appelle Chronoflex. Voilà, Chronoflex, c'est une boîte qui est très très fière de courir très très vite partout où il y a des chantiers et des bulldozers pour aller réparer les flexibles. Et ils pratiquent l'intelligence collective, ça les rend encore plus efficaces. 100 000 interventions par an en France, 15 000 interventions dans les dom-toms, ils vont très vite, ils garantissent de réparer tout en 24 heures, parce que les bulldozers c'est très fragile, il suffit qu'un flexible pète et il ne peut plus marcher. Mais moi je dis, les bulldozers, comme je suis ici à Marjolaine, dans un endroit où on se soucie de la nature, eh ben je préférerais que les bulldozers arrêtent de faire des conneries partout sur Terre. Et je préférerais que l'intelligence collective, ça serve à ce que cette boîte réalise que justement ses intentions sont nuisibles et qu'elle s'auto-détruise, ou alors qu'elle décide d'aller partout où, grâce à son positioning GPS, ils savent où il y a des bulldozers, pour couper les flexibles et foutre en l'air tous ces bulldozers. Parce que je trouve que c'est lamentable que l'intelligence collective, ça sert finalement à rendre encore plus efficace ce que j'appelle le puissancisme. Parce que je n'attaque pas le capitalisme, je trouve qu'il y a plus grave. Le puissancisme, c'est tout autant le capitalisme que le communisme. Et hélas, vous avez dit que le nazisme, mais le nazisme, ça n'a pas duré longtemps. Alors que le capitalisme et les entreprises, ça fait au moins 6000 ans que ça existe, 6000 ans que ça détruit la planète, et donc c'est ça qui est grave. Et je ne veux pas que l'intelligence collective serve à encore aggraver la situation. Merci. Alors on a un exemple
l'intelligence collective grâce à monsieur et au groupe que vous représentez, on vous en remercie. Donc là, moi, ce que j'ai entendu, c'est de l'énergie, c'est de la motivation, c'est de la conviction. Et donc, ça veut dire que si nous avions à travailler ensemble, ce propos qui pourrait apparaître piquant à qui nous sommes et à ce que vous allez savoir, encore que j'en sais rien, c'est comment on va en faire quelque chose. Imaginons que nous n'écrivions pas ce livre à 7, mais à toute la salle. Qu'est-ce qu'on fait ensemble de ce point de vue? Qu'est-ce qui est conciliable? Qu'est-ce qui n'est pas conciliable? Et comment nous accueillons ce qui arrive pour tisser ensemble? D'accord? La plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? On va rentrer dans un débat et on va être de picot à picot. C'est-à-dire qu'on va être « j'ai raison, tu as raison ». Personne n'a raison. Je vous parlais tout à l'heure d'intention, et là, comment nous allons co-créer ensemble. Donc, merci pour cette énergie, cette vitalité, cette conviction, cette vision du monde, qui n'est pas éloignée de la vision du monde qu'on porte, qui est celle de favoriser le vivant. La question, c'est comment on fait, dès l'instant qu'on est ensemble, avec nos différences, avec nos parcours différents, avec nos cultures différentes, avec nos éducations, avec qui nous sommes. Et c'est parce que nous allons savoir faire, en incluant et en fertilisant de cette différence et en trouvant un espace tiers au-delà de qui nous sommes et de qui vous êtes et de cette parole, qu'alors nous allons pouvoir créer quelque chose d'autre. Merci. Moi, je vais rebondir sur un exemple. Est-ce que l'intelligence collective règle tout? Mais non, absolument pas. Moi, je travaillais donc à Chantor. Chantor fait des ingrédients alimentaires et des ingrédients technologiques. Et on transforme que le blé. Et on est au salon du bio, donc je vais vous parler à un sujet qui m'a souvent préoccupé. Moi, mon job, c'était d'extraire le gluten. Et donc, des fois, je sentais bien une tension entre ce que je percevais sur les changements d'alimentation dans la communauté, et puis mon job qui était, il faut qu'on arrive à mieux transformer, à extraire de gluten, etc. Donc, des fois, on se mettait autour de la table pour réfléchir et dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire? Parce que dans le blé, il y en a du gluten, donc comment? Et on réfléchissait à ça. Donc, ça ne retire pas tous les défis qu'on a à relever. Bien évidemment, mais soit on le fait en disant « Bon, ton job, toi, c'est de faire le plus gros rendement d'extraction de gluten ». Ou alors, on se pose la question de qu'est-ce qu'on va faire avec ce gluten, comment on pourrait le travailler autrement. Et puis, il y avait des sujets qui étaient d'utiliser le gluten pour faire des cols qui ont émergé, pour faire des produits d'emballage. Et on a travaillé sur des choses différentes. Et puis, ça arrive tout de suite, progressivement. Pour moi, ça ne va pas résoudre tous les problèmes du monde. Mais d'agir local, de réfléchir et de voir dans notre périmètre comment on peut faire, oui. Et après, il y avait des choses sur le sens. Bien évidemment, nous, on était 200 dans la boîte, et certains d'entre nous allaient dans le monde autour, puis on disait, tu sais Olivier, mais il y a vraiment quelque chose à travailler sur le gluten et à travailler différemment. Parce qu'on le voit, on l'entend. Et si on fait non, 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 dans 10 ans, peut-être qu'on n'existerait plus. Donc c'est intégrer tout ça. Et oui, il faut de l'engagement. Et oui, tous les jours, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est facile? Non. Mais moi, en tout cas, mon parti pris, ça a été, si je peux amener des conditions favorables avec mon équipe pour trouver des solutions qui permettent de nourrir des intentions qui sont plus grandes que ma petite équipe et qui peuvent servir le monde entier, mais allons-y gaiement, quoi. Il faut le faire. Pour moi, il faut le faire. Voilà. Merci pour la question. Je voudrais contribuer aussi. Je trouve qu'effectivement, de temps en temps, l'intelligence collective peut regrouper des choses pour ce que j'appelle Rome et soldats plus performants. Et je pense que c'est toute l'éthique du facilitateur d'aider le groupe, parce que si c'est vraiment de l'intelligence coopérative, comme tout le monde peut s'exprimer et que tous les points de vue sont reconnus, et que j'ai la certitude et même l'expérience que finalement, au fond de nous, nous voulons tous le vivant, la joie, l'harmonie. Alors je n'ai jamais été faire de l'intelligence collective avec la mafia, peut-être que ça serait différent. Mais ce que je vois, c'est que quand en tant que facilitateur, si vraiment on crée l'espace où chacun peut s'exprimer, alors du sens va revenir et peut-être des questions comme ça vont être dépassées, enfin résolues, englobées. Et je rejoins votre préoccupation, monsieur, et moi je m'applique particulièrement à l'intelligence collective dans les collectifs citoyens,
parce que je pense que notre société aujourd'hui est issue d'une intelligence collective d'il y a 60 ans ou 100 ans, et que maintenant nous avons besoin d'une nouvelle société. Donc c'est pas que c'était bête, c'est que ce n'est plus approprié, et je crois beaucoup en l'intelligence collective de nous tous en tant que citoyens pour réécrire la société qui nous convient, et particulièrement en ce qui concerne la finance et la gouvernance. Et c'est en apprenant chacun à notre petite échelle à être intelligent collectivement avec ses voisins, avec sa famille, si possible au bureau, mais si c'est pas possible, eh bien, il y a aussi plein d'autres endroits. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est que chacun de nous grandissions en maturité, en intelligence collective, et je suis sûre que nous allons pouvoir changer notre société sans violence. Je vais passer la parole à une dame ici. Merci. Oui, nous on s'interrogeait aussi